Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est le chef d'orchestre de la politique spatiale française. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, le Centre national d'études spatiales, et votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors je sais que vous étiez hier soir à l'Elysée, que vous avez dîné avec François Hollande et le président singapourien Tony Tan, que vous avez signé des accords de partenariat très importants. Bon, quand est-ce qu'on va sur Mars, Jean-Yves Le Gall ? On y est déjà avec des robots. Vous savez que Curiosity. le CNES, Curiosity entre autres, on va y retourner l'année prochaine avec InSight. On va aller mesurer non pas les tremblements de terre, mais les tremblements de Mars. Et puis, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à une mission habitée. Mais aujourd'hui, si vous voulez, la mission habitée, ça coûte cher. Et les produits des robots sont tels que pendant encore quelques années, je crois qu'on va se contenter d'envoyer des robots. C'est un rêve humain ou c'est un intérêt scientifique d'aller sur Mars ? C'est largement un rêve humain, il y a aussi un intérêt scientifique, mais c'est très très long quand même. Imaginez 9 mois de voyage, 6 mois en orbite, 9 mois pour revenir. Pendant le voyage, on quitte la Terre, à un moment on ne la voit plus, on est au milieu du noir. Et moi je suis convaincu qu'on ne pourra aller sur Mars que lorsqu'il y aura un vaisseau spatial 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire une sorte de station spatiale. Vous imaginez à 3, même si c'est très sympathique, mais à 3 dans une Twingo pendant 9 mois. Oui, ça c'est serait compliqué. quand même un peu dur. Et encore que pour le voyage aller. Ça Que sera pour voyage quand, aller. à votre avis ? On peut en rêver quoi, en 2030, 2050 On ne sait pas du tout. On est en 2015, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est pas avant une vingtaine d'années. Cela dit, il peut y avoir des ruptures technologiques. Une rupture technologique, c'est par exemple de la propulsion électrique très très puissante qui permettrait de raccourcir de façon considérable le voyage. Si c'est plus 9 mois, si c'est 1 mois, 3 semaines, Ça change tout. là ça change tout, c'est dans 5 ans. Marcher sur la Lune, c'est fait. Envoyer des navettes, c'est fait et refait. Les satellites, il y a plus de trafic dans l'espace que sur le périphérique parisien. Quelle est la prochaine grande étape raisonnable de la conquête spatiale ? Je crois que la prochaine grande étape, c'est continuer à explorer le système solaire avec des choses qu'on a faites et des choses qui restent à faire. Regardez l'engouement pour Rosetta. Rosetta, pourquoi il y a eu un tel engouement quand on a vu cette comète ? Parce qu'on était parti il y a 10 ans. On a lancé avec Ariane 5 Rosetta le 2 mars 2004. Après 10 ans de trajet, 6 milliards de kilomètres parcourus, alors qu'on était à 530 millions de kilomètres de la Terre, il fallait aux ondes 32 minutes pour nous parvenir. On s'est posé sur la comète. François Hollande nous avait fait l'honneur de venir ce jour-là, c'était le 12 novembre, en direct. Le rêve dépasse la réalité. Et on était parti pour voir une boule de neige sale. On a vu cette forme. Si vous allez sur les Champs-Élysées, c'est pas très loin d'ici, le CNES expose la maquette du noyau de la comète, une maquette pas grandeur nature, parce que ça fait quelques kilomètres, mais une maquette qui est très parlante, une maquette de Philae qui s'est posée. Et ce petit robot là, oui. Ce petit robot, on a une forme de haricot dont la densité ne lasse de surprendre parce que ça fait 0,4, donc on imaginait trouver de la neige. En fait, c'est peut-être comme une coquille de noix avec du vide à l'intérieur, et ça c'est formidable parce qu'on est parti pour l'inconnu et on découvre des choses qu'on n'a jamais vues. Alors ensuite, on est à 6 milliards de kilomètres. On est à 530 millions de kilomètres 530 et on millions. a parcouru 6 milliards pour y aller. D'accord, 6 milliards de routes pour... D'accord. Mais les ondes, à la vitesse de la lumière, mettent plus d'une demi-heure pour nous parvenir. Et ce petit robot Philae, il paraît qu'il s'est endormi, qu'il a plus d'électricité, qu'il faut qu'il recharge ses batteries. Il s'est endormi, mais tous les matins, drink, on essaie de le réveiller. Non, mais on essaie de le réveiller. Et j'espère que finalement, on va y arriver parce que Rosetta, donc la comète, se rapproche du Soleil. Elle va passer à ce qu'on appelle le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche, le 13 août. Et là, on est en train de voir la comète entrer en effervescence. Il y a des jets de gaz, des jets de poussière. On n'a jamais vu ça en direct. Et Philae, quand il sera éclairé par le Soleil, j'espère qu'il va donner signe de vie. Alors, tout ça a été lancé par Ariane 5. On nous annonce une Ariane 6. Elle aura quoi de plus, Ariane 6 ? Ariane 6, si vous voulez, c'est une déclinaison d'Ariane 5, mais plus moderne. Ariane 5 a été conçue pendant les années 80, donc il y a 30 ans. En 30 ans, évidemment, il y a eu des progrès, la résistance des matériaux, tout ce qu'on fait en termes de modélisation. Et in fine, on veut un lanceur qui coûte moins cher. Pourquoi ? Parce que la prochaine étape, c'est lancer de plus en plus de satellites et d'abaisser le coût de l'accès à l'espace. C'est l'ère du low cost aussi pour les lancements de satellites. Low cost est parfois un peu péjoratif. Là, c'est pas low cost, c'est des coûts qui baissent parce que tout ce que vous avez en termes de technologie coûte de moins en moins cher et les lanceurs comme le reste. Et donc, c'est pour ça que l'Europe a pris 2 décisions majeures au mois de décembre. D'abord, d'engager le programme d'un nouveau lanceur, c'est Ariane 6. On a mis quand même, les États européens ont mis 4 milliards d'euros sur la table. Par les temps qui courent, c'est considérable. Est-ce qu'économiquement, ça a un sens de dépenser autant pour notre fusée européenne aujourd'hui ? Ça les vaut, bien sûr que ça les vaut.
niveau, parce que si vous n'avez pas de fusée, vous n'avez plus d'espace, si vous n'avez plus de Rosetta, vous n'avez plus de satellite de météo, vous n'avez plus rien. Donc il faut une autonomie d'accès à l'espace. 4 milliards d'euros, les États européens ont décidé de signer ce chèque, et puis on a entamé la restructuration de l'industrie européenne, parce que je dis toujours que pour fabriquer 6 fusées, quand il y avait 25 sociétés imbriquées les unes dans les autres, c'était quand même un peu luxueux. Donc on simplifie un peu tout ça. Vous êtes très préoccupé par le changement climatique et ses enjeux. En quoi le CNES, le Centre national d'études spatiales, peut jouer un rôle utile là-dedans ? C'est très simple, parce que le climat, il y a 50 variables qui permettent d'observer le climat, donc 50 paramètres, et sur ces 50 paramètres, 26 peuvent être observés seulement depuis l'espace. Il y a une courbe qui finalement est à l'origine de tout ce mouvement planétaire, c'est la courbe de l'augmentation du niveau des océans chaque année. Depuis 20 ans, tous les ans, le niveau moyen des océans augmente de 3 mm. Et ça, ce sont les satellites du CNES, les satellites Jason, qui ont observé cette augmentation. Et cette augmentation, si elle continue, 3 mm par an, c'est pas grand-chose, ça fait 6 cm en 20 ans, mais en un siècle, ça fait 30 cm. Et puis si l'augmentation est exponentielle, eh bien on se retrouve les pieds dans l'eau. Et donc c'est pour ça que nous lançons des satellites de plus en plus performants pour mesurer cette augmentation du niveau des océans, et puis surtout pour mesurer quand les États vont décider qu'ils réduisent l'émission de gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le méthane, eh bien s'ils respectent leurs engagements. Ça vous est venu d'où, vous, cette passion pour l'espace, Jean-Yves Le Gall ? Vous savez, je crois que tous les gens de ma génération qui ont eu 10 ans à la fin des années 60, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait être astronaute parce qu'on marchait sur la Lune, on voulait être chanteur de rock parce qu'il y avait le début du rock, on voulait être pilote de chasse parce qu'il y avait la guerre du Vietnam. Bon, je ne suis pas devenu chanteur de rock, je ne suis pas devenu pilote d'avion, mais je m'occupe modestement de spatial. C'est Armstrong qui vous a un peu fasciné Armstrong, c'était absolument extraordinaire, mais il faut voir quand même que en 1969, avec la technologie de l'époque, aller sur la Lune, avec des tas de paris technologiques, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec les principes de précaution que nous avons, on referait la même mission. Là où on avait un moteur, par exemple, pour décoller de la Lune, aujourd'hui, on dirait qu'il faut en mettre 2, voire 3. Donc, il y avait cet engouement dans les années 60. Aujourd'hui, il existe on était plus audacieux. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a de la techno, donc on peut faire d'autres choix. Vous irez un jour, vous, sur la Lune ? Vous croyez que le tourisme spatial, c'est pour demain ? Vous y croyez ou pas ? Qu'est-ce qu'on appelle le tourisme spatial aujourd'hui ? Bon, il y a des projets pour faire des sauts de puce dans la stratosphère. C'est pas vraiment aller dans l'espace. Aller dans l'espace, c'est aller sur une station. Aller au-delà, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça prend du temps. Aujourd'hui, les robots nous font vivre finalement comme si on y était. Merci Jean-Yves Le Gall d'être venu sur Europe 1 ce matin. Un mot quand même pour signaler qu'il y a quelques jours, vous avez reçu au Japon l'ordre du Soleil levant étoile d'or et d'argent remis par Shinzo Abe, le Premier ministre. Vous avez ensuite été reçu par l'empereur Akihito. C'est une des plus hautes distinctions du Japon. C'est ce qu'on appelle la France qui gagne. Merci et bonne journée. Merci.